Bonsoir et bienvenue au journal. Pour la prochaine mandature du Conseil économique et social, le Parlement désigne ses représentants. 51 au total, ils ont été désignés ce lundi 23 septembre 2024. Ils sont considérés comme les plus gros mangeurs de baguettes au monde. Des millions de Sénégalais consomment chaque jour des baguettes. Ils en raffolent même. Restez avec nous pour découvrir ce reportage. Voilà pour le sommet. Les représentants de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs, au Conseil économique et social sont connus depuis ce lundi 23 septembre 2024. 51 au total, ils ont été désignés par les représentants du Parlement. Le parti Union progressiste, le Renouveau, y sera représenté par 25 membres, dont un au plan national et 2 par département, tandis que le bloc républicain et le parti Les démocrates y seront représentés chacun par 13 à raison d'une personne par département et une au plan national. Ceci conformément, mesdames et messieurs, tel que vous le voyez, aux dispositions de la nouvelle loi organique sur le Conseil économique et social adoptée le 21 juin 2024 et promulguée par le chef de l'État le 17 juillet 2024. Les questions relatives à la paix et à la sécurité dans la sous-région étaient au cœur des discussions entre le secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant spécial du secrétaire général, et le président de la République en visite de travail au Bénin. Leonardo Santos Simao a été reçu mercredi par Patrice Talon, une visite qui entre dans le cadre des dispositions ou des discussions régulières entre l'UNOAS et les pays de la sous-région en vue de relever les défis de développement économique et social liés à la paix et à la sécurité. Bérangère Boléan pour plus de détails. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel au Palais de la République, Leonardo Santos Simao, a échangé avec le président de la République sur divers sujets relatifs à la situation régionale et nationale. Nous avons échangé avec son Excellence sur le président sur la situation pas seulement au Bénin, mais aussi dans la région. Les défis qui se posent à la région, les problèmes de terrorisme, les problèmes de développement, des efforts de développement, et la nécessité que les pays travaillent ensemble et en coordination pour faire face à ces défis. Il y a un effort, et je tiens à féliciter les pays, pas seulement pour adresser la paix et la stabilité au pays, mais aussi en coordination avec d'autres pays. Et le Bénin est un pays côtier, c'est un pays qui est de ligne de front dans la recherche de la paix et de la stabilité dans la région. Nous encourageons les pays à poursuivre dans cette voie, de chercher toujours, à travers du dialogue, les formes de surmonter les problèmes, les différents. Bien avant sa rencontre avec le chef de l'État, l'hôte de Patrice Talon s'est également entretenu avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Olusegun Bakari, et l'ancien président de la République, Boni Yayi. Les discussions ont porté sur des questions relatives à la paix et à la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le président du parti Mouvement populaire de libération était reçu sur l'émission Face à l'opinion dimanche dernier. Il a évoqué le sujet relatif au code électoral. Selon lui, le parti MPL exige l'implication de l'opposition dans le processus électoral. On le suit. Que pour 2026, qu'on vienne multiplier ce taux par 2 et qu'aujourd'hui, on demande 20%, non seulement à l'échelle nationale, mais 20% par circonscription électorale. C'est encore plus corsé. Alors que, quand on scrute les résultats aux dernières élections, aucune formation politique n'a pu atteindre ce seuil-là. Vous convenez avec moi qu'on vient ainsi encore de renforcer
L'exclusion, je vais le dire, il n'y a pas deux mots pour le dire. On vient ainsi de renforcer l'exclusion, d'écarter certaines formations politiques qui ne peuvent pas visiblement obtenir ce seuil avant de pouvoir d'espérer lever des sièges. Alors, ça, ce n'est pas pour renforcer la démocratie, de notre point de vue. Ça, c'est plutôt renforcer l'exclusion, les compartiments dans notre société. À l'instant, Expérience TB, président du Parti Mouvement Populaire de Libération. Une semaine déjà, mesdames et messieurs, que les portes de l'école béninoise sont ouvertes pour le compte de l'année scolaire 2024-2025. Apprenants et enseignants tels que vous le voyez sur cette image ont renoué avec les cours après une semaine de travaux. Une semaine de travaux, disais-je, couplée avec des interrogations selon élèves enseignants rencontrés. Quel bilan peut-on faire de la première semaine? Suivons-les au micro de notre équipe. On a rencontré les professeurs, de nouveaux apprenants, on a pris connaissance avec les cours et on se débrouille déjà pas mal. On a fait presque tous les cours. Personnellement, je n'ai pas trop de difficultés pour le moment parce que la plupart, on a fait ça pendant les cours de renforcement. Pour le moment, le début, ça se passe bien. Mais je sais qu'à partir du second trimestre, on aura un peu de difficultés. Traiter beaucoup d'exercices. Si je ne comprends pas un cours, demander à un prof de m'expliquer. Si j'ai du mal à faire un exercice, demander à ce qu'on m'aide et on m'explique l'exercice. Et travailler en groupe avec les apprenants en salle. Déjà, nous avons commencé le 16, le lundi dernier, et les premières activités, c'est déjà une prise de contact effective avec les apprenants. Et ensuite, nous avons ficelé ce que nous appelons le contrat didactique. Voyez-vous, des principes et des règles de discipline à partir desquelles on va fonctionner le long de l'année scolaire. Nous avons également abordé, nous leur avons communiqué le programme d'études dans ma discipline spécialement. Nous avons communiqué le programme d'études et les ouvrages à étudier également. Et nous avons commencé la première SA. Les enfants ils sont très motivés à apprendre et puis on ressent la motivation du début, l'engouement de découvrir la suite. Pour ma part, j'ai donné déjà de petits exercices de recherche à faire et ils l'ont fait, ils m'ont rendu compte. Donc, si nous pouvons garder le cap et les faire se maintenir sur cette lancée pendant les mois qui vont suivre, l'espoir est certain. Eh bien, mes chers apprenants, je vous encourage à être scotchés à vos cahiers, à faire les exercices que nous vous donnons et puis à approfondir vos connaissances dans les bibliothèques et dans les livres d'ordre généraux, d'une part, et dans les livres relatifs à chaque matière. C'est le processus que je recommande à nos apprenants. Et être, on va dire, constant dans cet élan. Donc c'est la clé pour avoir de meilleures notes et réussir ça. De façon générale, se déroule sans anicroche justement la rentrée scolaire 2024-2025, du moins la première semaine. C'est ce que nous a confié un responsable d'établissement rencontré. La rentrée a bien démarré. Et un peu avant la rentrée, il y avait la pré-rentrée. Et au cours de la pré-rentrée, nous avions déjà fait le premier conseil. On avait donné l'emploi du temps aux enseignants. Les apprenants étaient déjà dans l'établissement pour voir les emplois du temps. Et donc, le premier jour de la rentrée, le 16, les cours ont véritablement démarré dans toutes les classes. À part donc quelques parents d'élèves qui continuaient donc d'aller à la comptabilité pour régler leurs problèmes à la comptabilité. Alors donc, durant toute la semaine, c'est vrai, il y a de ces parents d'élèves qui viennent pour le transfert éduc-master donc de leurs enfants. Et donc, ce sont ces choses-là que l'administration essaie donc de gérer. Et sinon, dans les classes, les professeurs exécutent normalement leurs cours et les cours se déroulent. Et même le professeur d'EPS a déjà démarré avec les apprenants. Le gouvernement a déjà divisé l'année en 3 trimestres.
3 trimestres. Donc c'est connu et publié. Et tout le monde connaît donc les 3 trimestres qui sont définis donc dans l'année scolaire. Et déjà par rapport à ces 3 trimestres-là, nous, déjà à notre niveau, au premier trimestre, nous avons l'habitude de faire 2 devoirs par trimestre. Et les interrogations que les professeurs doivent faire en classe, là, c'est au moins 2 interrogations par mois, par matière dans les classes. Et donc, déjà, le calendrier est là, derrière vous, là. Et nous avons les dates des devoirs qui sont déjà annoncées. Et puis, les dates des TD qui vont démarrer 4 semaines, au plus après la rentrée, là. Et tout est déjà fait. Et je crois nous sommes en train donc de suivre rigoureusement la programmation qui est faite par l'État, le ministère de l'enseignement secondaire, et je crois que ça va être bien. Toutes les dispositions sont prises pour accompagner rigoureusement le gouvernement dans sa mission donc, de voir les apprenants donc, évoluer et de réussir et d'augmenter le taux de réussite aux examens à la fin de l'année. Tout est fait. Et tout est programmé déjà, les enseignants sont bien informés par rapport à tout ce qui doit être fait. En actualité, les Sénégalais sont les plus gros mangeurs de baguettes au monde. Je le disais en titre, 10 millions en sont consommés chaque jour. Dans le pays, la baguette se vend à tous les coins de rue. Elle peut être fourrée au thon, aux œufs, aux spaghettis. Les Sénégalais en raffolent quand même et les boulangers locaux adaptent leurs recettes en fonction des ressources dont ils disposent. C'est ce que vous allez suivre dans ce reportage de nos confrères de France 24. Elle se vend à toute heure, à tous les coins de rue. La baguette, au thon, aux œufs et même aux spaghettis, les Sénégalais en raffolent. Le pain, c'est la nourriture préférée des Sénégalais. Il est partout. Mais moi, j'en mange trop. On m'a même dit d'arrêter. Le pain français cartonne. Seulement voilà, pour certains boulangers, il est temps de changer la recette, de revisiter la célèbre baguette. Dans cette boulangerie, le pain jusqu'ici à base de blé importé est désormais fabriqué avec des céréales locales, comme le mil, le fonio ou le maïs. C'est une fierté parce que c'est cultivé ici, au pays. Et avant, on les utilisait pas pour le pain. On les utilisait pour d'autres choses. Mais ça, c'est une fierté. Au four pendant 14 minutes, et voilà le résultat. Une baguette franco-sénégalaise qui profite aux boulangers, mais aussi aux producteurs céréaliers. Ces baguettes, c'est de contribuer au développement du pays. Les Sénégalais comptent bien imposer leurs recettes sur le marché et transformer la baguette pour de bon. Dans cette école, les boulangers de demain sont formés à l'utilisation des céréales locales. Les différentes farines que vous connaissez, farine de mil, farine de fonio, farine de manioc. De la théorie à la pratique. Le mil, 1 kilo. Objectif, nourrir durablement les générations futures et réduire au maximum les importations de blé venus d'Europe ou des États-Unis. 90. Pour nous, le futur, c'est d'avoir 50% de nos céréales et 50% de la farine de blé. C'est les appellations qui vont changer. La baguette française, nous, on aura notre baguette, la baguette sénégalaise. Parmi les apprentis, des jeunes venus de toute l'Afrique de l'Ouest. Déjà convaincus par le pain sénégalais, vous trouverez quelque chose d'extraordinaire. Et bien décidés à s'approprier cette baguette, héritée du passé. Les Sénégalais gros mangeurs de baguettes tels que vous l'aviez vu dans ce reportage, mesdames et messieurs. C'est sur ce reportage de nos confrères de France 24 que nous allons mettre fin à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes et portez-vous bien.